Amira Jian Khalfallah est écrivaine, metteuse en scène et journaliste algérienne. Elle est l'autrice de plusieurs pièces de théâtre jouées en Europe et en Afrique. Sa farce tragique, Les Draps, parue aux éditions La Marelle en 2015, a été traduite en anglais et publiée récemment aux États-Unis. En 2018, elle signe son premier roman, Le Naufrage de la Lune, paru en Algérie chez l'excellent éditeur de littérature francophone Barzac. Amira Jian a également été auteure associée au projet Écris-moi un mouton, une trilogie sur les traces laissées par la guerre en Algérie. Elle a écrit un texte pour le théâtre pour marionnettes et papier de la compagnie Arnica, qui a été publié dans la revue littéraire de La Marelle et qui a fait l'objet d'une étude et d'une création audiophonique à Aix-Marseille Université. Diversifiant ses créations, Amira Jian écrit et réalise 2 courts-métrages, sélectionnés dans de nombreux festivals internationaux, dont la Biennale, où elle reçoit la mention spéciale du jury pour Petite, un film qui s'est également distingué à Rome par l'obtention du prix du meilleur court-métrage. Amira Jian travaille actuellement sur son 2e roman. Merci Sophie, merci à tous d'être là. Je vais lire ce soir des extraits du roman que je suis en train d'écrire actuellement au château de Lavigny. Et le titre, c'est À bord de l'Amsterdam ou le dernier voyage d'Ibn Battuta. Et juste pour précision, Ibn Battuta, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand voyageur médiéval qui était parti de Tanger, il était tangérois, et qui voulait partir à la Mecque, et qui s'est finalement retrouvé à faire des voyages extraordinaires. Et il a exploré une partie de la Chine, la Chine, l'Inde et une bonne partie de l'Afrique également. Donc voilà, à bord de l'Amsterdam ou le dernier voyage d'Ibn Battuta. Je vous promets, je ne sais rien de plus, je vous ai déjà tout dit. Le jeune homme n'a pas dormi depuis 2 nuits, et les interrogatoires se sont succédés pour l'épuiser. Le commissaire Toufik est content. Hamid a bien coopéré, et ses aveux lui vaudront bien une promotion. Mais il veut le pousser encore plus loin et s'assurer qu'il n'a oublié aucun détail. Récapitulons pour voir. Ton ami Marwan Boudra s'est infiltré dans un bateau qui partait en Syrie et voulait rejoindre Daesh. C'est bien ça. C'est ce que j'ai entendu dire, monsieur. Ah oui, qui le dit? Dans son quartier, monsieur. Et puis ils sont nombreux à avoir rejoint Daesh à Dabelhamir. Tu savais, n'est-ce pas? Il t'a demandé un faux passeport, puisque tu es le roi des faux passeports syriens. Non, monsieur, il ne m'a jamais rien demandé. Et je fabrique de passeports que pour les mendiants, pour qu'ils puissent mendier tranquillement. Je n'ai rien à voir avec le terrorisme. Quel grand cœur! Tu fréquentes pourtant des terroristes. Non, monsieur. Tu as bien dit que ton ami s'était radicalisé. Il ne s'est jamais confié à moi. Mais je l'ai vu une fois sortir d'une mosquée fréquentée par ceux qui ont rejoint Abu Ahmad al-Maghribi. La mosquée Ibn Taymiyyah? Oui, Sidi. Qu'est-ce que tu faisais dans ce coin? C'est bien loin de ton quartier. J'aime marcher dans Tanger. Tu aimes bien marcher, aller dans les quartiers où on recrute des terroristes? Tu connais donc Abu Ahmad al-Maghribi? Comme tout le monde à Tanger, monsieur. Il faut croire que je ne vis pas à Tanger. On ne dit jamais rien à moi. Dis-moi, fiston, on dit quoi à Tanger sur Abu Ahmad? On dit qu'il a constitué un bataillon marocain, qu'il aide les Tangérois sur place, leur offre un bon salaire et des femmes, des Européennes. Vous savez bien, Cham Islam. Tu veux pas être mon confident et mon guide? J'ai l'impression que tu sais beaucoup de choses. Moi, je suis complètement confondue entre ces groupes terroristes. Alors, explique-moi un peu. Je ne sais rien, j'écoute les gens parler, c'est tout. Je n'ai jamais fait la prière. D'ailleurs, on m'appelle le communiste. Même les faux papiers, je les fais pour aider. J'apprécie ton sens du partage. D'ailleurs, cette pute qu'il allait voir, vous la partagiez aussi? Non, monsieur, j'aime pas les vieilles. Lui, il aime bien, n'est-ce pas? Oui, Sidi, il l'aimait. Mais comment est-il mort? Ici, c'est moi qui pose les questions. Oui, Sidi. Vous vous êtes pourtant vu le jour de son départ. Il était nerveux, je ne comprenais pas. Il a pris une bière et il est parti très vite. Est-ce que je peux partir? Non, pas encore.
Nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. Et puis tu es un trafiquant, drogue, faux papiers. J'ai de quoi t'inculper pour longtemps. Mais vous avez dit que si je coopérais... Oui, mais tu ne me dis pas tout. Tu me fais des cachotteries. Et que voulez-vous savoir? Tout. Absolument tout. J'ai tout mon temps. Déjà, ce Shah Islam, le commissaire Toufik commande un café. Deuxième partie. Dès qu'elle quitte le commissariat de police après une nuit de garde à vue, à expliquer la nature de sa relation avec Marwan, Wardia erre dans les rues. 24 degrés Celsius éclatent dans les ciels et étendent leur douceur sur la surface de la terre sans l'atteindre. Les bruits des voitures et la pollution ne l'affectent pas non plus. Elle ne voit rien, n'entend rien, ne ressent que colère et chagrin. Elle avance et en veut à la terre entière, et surtout à Marwan qui est parti sans lui dire au revoir et qui a réussi à la faire sortir de chez elle contre son gré. Sa rage la pousse à marcher. Elle veut seulement s'éloigner du commissariat de police qui empeste l'urine et dont l'odeur lui colle toujours aux narines. Au fur et à mesure, sa respiration haletante s'apaise et son cœur retrouve sa générosité habituelle. Elle demande une cigarette à un marchand ambulant, s'assied par terre et regarde les passants pendant de longues heures sans oser se lever ni rentrer chez elle. Elle se rend soudain compte qu'elle s'est tout simplement perdue. Comment peut-elle s'égarer dans cette ville où elle est née et qu'elle n'a jamais quittée? Tout a changé dans Tanger. Tout a changé autour d'elle. Dans Tanger, il n'y a plus les venelles d'avant où elle venait rencontrer le ciel. Toute ligne horizontale et tout chemin qui serpente ont disparu au profit d'une verticalité conjoncturelle. Les angles droits ont effacé les rondeurs apaisantes et rassurantes d'autrefois. La cité n'invite plus au soleil et se nourrit de ses propres ombres. Depuis que la vieille Tanger est morte, sa jeune héritière se moque des habitants et de leur misère. Elle règne sur le détroit comme une géante, surgissant d'un effrayant conte contemporain. Tout a été construit à sa démesure. Elle écrase de tout son poids et de sa pierre érigée vers le firmament tous ceux qui n'arrivent pas à sa hauteur. Depuis combien de temps Wardia n'a-t-elle pas marché? Elle se sent rejetée, exclue. La vieille prostituée traîne dans la ville nouvelle et s'attarde devant ses belles vitrines avant de rentrer dans une boutique de vêtements. Oubliant sa colère, elle se laisse aller à essayer des robes et en vole une qu'elle donne à une mendiante avant de s'arrêter dans un salon de thé. Ramos House résiste à la gentrification depuis les années 30. C'est le seul endroit qu'elle reconnaît. La décoration kitsch et les fausses meringues en plastique qui ornent la vitrine attirent toujours autant les gourmands. Elle s'installe confortablement, commande un gâteau à la crème, épaisse, grasse et délicieuse, et puis un thé. À défaut d'une bière, lance-t-elle au serveur médusé. Tout le monde la regarde, Wardia est ravie, son show est réussi. Sortir, c'est s'affirmer dans la ville, c'est provoquer et déranger. Sinon, mieux vaut rester chez soi, a-t-elle toujours clamé. Le lendemain, Wardia enfile sa ample djellaba à fleurs et s'en va défier les génies des lieux et les nouveaux monstres de la ville. Le regard affûté, elle fait attention à chaque détail pour en saisir le sens, mais sans perdre de vue l'essentiel. Arnaquer le marchand de légumes, qui lui est antipathique, et si elle est d'humeur, aguicher le vieux catalan. Et puis un jour, elle a rencontré Batman, le dealer qui livre à domicile. Troisième partie. Après une journée d'interrogatoire, à répéter les mêmes choses et à ne plus savoir quoi inventer, Hamid rejoint sa cellule épuisée. Cette fois-ci, il a reçu les gifles humiliantes qu'il craignait tant, et les interrogatoires se sont durcis, sans aucune raison apparente. Le commissaire Toufik semble avoir perdu la tête et veut lui faire signer des aveux qu'ils feront passer le reste de ses jours en prison. Son compagnon de cellule à Bouzinge l'accueille avec son sourire amical. Le prédicateur veille sur le jeune homme qui ne cesse de clamer son innocence et de hurler haut et fort qu'il n'a rien à voir avec ses tarés. Les tarés, c'est un peu l'équipe d'Abou Zinj. Il lui obéit sans jamais contester ses ordres. Zinj est celui qui appelle à la prière 5 fois par jour, mettant de l'ordre et de la discipline dans les journées de ses soldats prisonniers. L'homme à la peau bien noire et au corps d'athlète s'est pris d'affection pour Hamid et l'a pris sous son aile, malgré les réticences de son entourage.
Entre les deux hommes est née une amitié des plus improbables et pour sûr contre nature, mais elle est aussi celle des humiliés. L'homme d'à peine 40 ans jouit d'un grand respect auprès des siens. On lui embrasse l'épaule droite ou la main. Sa parole n'est jamais discutée et considérée comme prophétique. Même Hamid a fini par l'admirer. Abu Zanj en impose et n'a rien perdu de son charisme en prison. Si d'aucuns pensent qu'il a hérité du sobriquet Zanj à cause de sa peau noire, la vérité est que cette appellation conjure des réalités historiques et politiques bien plus profondes. Son nom fait référence à la révolte des Zanj, née sous l'empire abbasside au IXe siècle et qui secoua une partie de l'Irak et du Kurdistan. Cette insurrection d'esclaves qui a été réprimée dans le sang s'est faite en 3 étapes et en 3 siècles. La 3e révolte, qui dura 15 ans, a permis à ces esclaves de créer une petite république et d'étendre leur pouvoir sur plusieurs villes, dont la célèbre Basra. Le grand leader de cette révolte était un homme versé dans les sciences occultes et poète à ses heures perdues. Et Abu Zanj s'inscrit dans sa lignée, même s'il a décrété la poésie interdite. Le chef noir des temps modernes, lui, enseignait à l'université de Casablanca, où il administrait des cours de fiqh, la jurisprudence islamique. Je faisais qu'enseigner les préceptes de Dieu et de son prophète, et me voilà en prison, explique-t-il à son compagnon de cellule, un sourire aux lèvres, presque heureux de cette condamnation. Après quelques années d'enseignement et de posts sulfureux sur YouTube, Abu Zanj est devenu une véritable star et la galaxie salafiste s'est mise à tourner, à tournoyer autour de lui, ce qui a déplu aux autorités qui l'avaient accusé d'avoir commandité l'attentat de Marrakech. Abu Zanj ne s'est jamais défendu, ce qui pour certains était signe de sainteté et pour d'autres la preuve de sa culpabilité. Quoi qu'il en soit, Hamid se sent en sécurité auprès de cet homme qui est devenu son meilleur compagnon de captivité, dans ces 3 mètres carrés qu'il rassemble et qui sont désormais leur seule géographie. Leur nuit de débat politique et religieux s'étend jusqu'au matin. Hamid, nerveux, peut se montrer impatient et grossier. Abu Zanj, fidèle à sa réputation, accueille ses idées et ses révoltes avec sourire et bienveillance. Le religieux, entouré d'hommes dévoués mais à l'esprit étriqué et à l'éducation très limitée, trouve chez Hamid le compagnon idéal pour éprouver ses arguments. Malgré leurs divergences d'opinion, les 2 prisonniers sont d'accord sur 2 choses. D'abord, ils ne peuvent plus laisser le commissaire Toufik et ses chiens les tabasser comme ils le font. Et puis il est temps de redistribuer les richesses du pays. L'accord est tacite mais bien scellé. Le plus urgent n'est pas de croire en Dieu, mais de grossir les rangs de Zanj. Une alliance avec les Tarés était la dernière chose à laquelle Hamid aurait pensé il y a à peine quelques semaines, mais la guerre est officiellement déclarée. Ce qui importe plus pour le jeune homme, pour le jeune prisonnier, est de quitter cet endroit sordide. Et Zanj lui a promis une armada d'avocats pour le défendre. Après des nuits sans sommeil et des gifles à lui désaxer la tête, Hamid s'est convaincu qu'il fallait consentir un rapprochement avec les salafistes. Le président égyptien Nasser ne s'est-il pas allié aux frères musulmans pour renverser le roi Farouk? Une amitié s'amorça entre Hamid et son ami Zanj dans la cellule 36. Merci.